Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans Plus belle la vie en avance du vendredi le 22 août 2025, épisode explosif et bouleversant qui promet de marquer un tournant décisif dans l'histoire du Mistral. Dans ce nouvel épisode, la tension atteint son paroxysme après avoir échappé de justesse à la mort face aux molosses prêts à les attaquer. Thomas et Jawad se retrouvent pris dans une course contre la montre où la moindre erreur peut leur coûter cher. Mais le pire reste à venir au cœur de Marseille, le magot disparaît, et l'horreur frappe de plein fouet quand Aya s'effondre, ensanglantée, sous les yeux désemparés de Jawad. Pendant ce temps, Ariane doit affronter des nausées persistantes et une vérité glaçante, le gaz utilisé contre eux n'était pas anodin, mais un produit destiné à neutraliser les animaux dangereux. Au commissariat, Patrick et Boer commencent à relier les pièces d'un puzzle terrifiant qui ramène sur le devant de la scène un nom redouté, le gang des glaciers, et avec lui les soupçons grandissant autour de Jawad. Parallèlement, les tensions familiales se creusent. Louisa découvre un dossier confident qui évoque Jas Salem, une potentielle sœur cachée. Tandis que Blanche et Ophélie affrontent Vanessa autour du destin tragique d'Hector, tiraillé entre la loi et son droit à choisir sa fin. Et comme si cela ne suffisait pas, Thomas apprend qu'il doit trouver 85 000 € avant le 25 août, un ultimatum qui pourrait précipiter sa chute. Un épisode dense, haletant et profondément dramatique, où chaque regard, chaque décision, fait basculer le destin des personnages. Restez avec nous, on décrypte ensemble chaque rebondissement de cette soirée inoubliable au Mistral. Face au chien qui gronde, prêt à bondir, Jawad recule d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Thomas, lui, fouille fébrilement son sac à dos. Ses doigts tombent sur le petit spray qu'il n'a pas quitté depuis des jours, le flacon d'huile essentielle offert par Gabriel, venu de Gladys. Si ça marche sur moi, pourquoi pas sur lui, souffle-t-il dans un mélange d'humour nerveux et de désespoir. Avant que Jawad n'ait le temps de réagir, Thomas presse plusieurs fois sur la pompe. Un nuage parfumé se répand dans l'air, lavande, agrumes, eucalyptus. L'odeur surprend Molos, qui recule en reniflant frénétiquement, les oreilles rabattues. Un dernier grognement, puis le chien s'enfuit dans l'ombre des piliers. Jawad reste bouche bée. T'es sérieux? On vient d'échapper à la mort grâce à ton cheat magique? Thomas referme son sac à dos d'un geste sec, le souffle court. Ouais. Et crois-moi, je fais jamais me moquer de l'aromathérapie, plus jamais. Il ne prend même pas le temps de récupérer tous les lingots. Le sac est déjà trop lourd, gonflé de butin. L'urgence prime, ils n'ont plus que quelques secondes. Ensemble, ils s'élancent dans le couloir, quittent la réserve et retrouvent la nuit marseillaise, haletant mais vivant. Un peu plus tard, au Mistral, l'ambiance est radicalement différente. La tension a laissé place à un mélange de fatigue et de complicité. Barbara entre, encore vibrante de l'adrénaline des dernières heures. Elle retrouve Jawad, Aya et Thomas installés autour d'une table, leurs visages marqués mais illuminés par la certitude d'avoir survécu. Louis, lui, est déjà rentré à sa résidence. Son bracelet électronique l'y oblige, et chacun sait qu'il devait disparaître avant d'éveiller les soupçons. Un silence doux s'installe, puis Aya prend la parole, les yeux brillants d'un rêve qu'elle n'ose encore formuler. Si tout ça se termine bien, j'aimerais prendre une année sabbatique. Tout lâcher. Faire le tour du monde. Voir autre chose que ces murs, que ces histoires. Barbara esquisse un sourire, songeuse. Moi je voudrais acheter une maison pour Yael. Un vrai foyer. Quelque chose de solide, qui nous appartienne enfin. Thomas, fatigué mais le regard adouci, serre son verre entre ses mains. Et moi, je veux juste faire plaisir à mes proches. Rien d'autre. Après tout ce qu'on a traversé, je crois que c'est la seule chose qui compte. Ils échangent un regard complice, conscients que malgré le danger, malgré le poids du secret, il leur reste encore un horizon à construire. Ce soir-là, au Mistral, ils goûtent à un court instant de répit, sans savoir encore que leur victoire aura un prix. Dans les vestiaires du commissariat, Ariane se penche dessus d'un lavabo, le visage encore pâle. Elle ferme les yeux, une main sur l'estomac. Les nausées ne la quittent pas depuis la nuit précédente. Boer, qui passe par là, s'arrête net en la voyant. « Ça ne va toujours pas ?» demande-t-il, inquiet. Ariane secoue la tête, soupire. Depuis ce fichu gaz, j'ai la tête qui tourne et l'estomac en vrac. C'était pas une simple anesthésie, ça. Un vétérinaire m'a confirmé, c'était un produit utilisé pour neutraliser les animaux dangereux. Tu te rends compte? Comme si on avait été traités comme des bêtes. Sa voix tremble de colère autant que de malaise. Boer pose une main rassurante sur son épaule, mais il sait que quelque chose de grave se trame derrière cette attaque. Un peu plus tard, dans le bureau de la commissaire, Patrick réunit ses collègues. Il tient un rapport dans les mains, son regard est grave. Je viens d'avoir confirmation. Un trésor a été dérobé dans la réserve historique de la Croix des Moulins. Ariane, encore affaiblie, redresse brusquement la tête. Quoi? Tu veux dire qu'on a réussi à voler un magot en plein cœur de Marseille, et qu'on n'a rien vu venir?
Patrick hoche lentement la tête. Oui. Et ce n'est pas un hasard. Tout indique une opération préparée depuis longtemps. Il marque un temps, comme pour peser ses mots. Ça me rappelle une vieille histoire, celle du gang des glaciers. Leur spécialité, c'était de viser les réserves, les lieux imprenables, et de disparaître sans laisser de traces. Boer, qui jusque-là écoutait en silence, fronce les sourcils et lève brusquement les yeux vers ses collègues. Attendez, le gang des glaciers et Jawad. Patrick le fixe, intrigué. Qu'est-ce que tu veux dire? Boer croise les bras, le ton ferme. La semaine dernière, je l'ai vu au cimetière. Il déposait des fleurs sur la tombe de Santoni. Et Santoni, c'était quoi? Un ancien du gang. Un silence lourd s'installe. Les regards s'échangent, lourds de suspicion. Patrick brise le silence, d'une voix basse mais tranchante. Alors tu crois que Jawad a repris le flambeau? Ariane serre les dents, le visage fermé. Et si c'est le cas, il n'a pas fait ça seul. Dans le bureau, l'atmosphère se charge d'une tension électrique. Les pièces du puzzle s'imbriquent peu à peu et un nom, désormais, flotte dans toutes les têtes: Jawad. Dans l'appartement encore encombré de cartons, Louisa balance son sac sur le canapé. Idriss, lui, est déjà accaparé par son téléphone. Elle s'approche, les bras croisés, une moue boudeuse sur le visage. « Tu sais que je fais ma pré-rentrée la semaine prochaine ?» dit-elle avec une pointe d'excitation mêlée d'angoisse. Idriss lève les yeux, distrait. « Oui, je sais, j'irai chercher tes fournitures, t'inquiète pas. » Le ton est plat, presque détaché. Louisa fronce les sourcils. « On dirait que ça te saoule, sérieux. » Il soupire, range son téléphone et tente de se justifier. « C'est pas ça, c'est juste que courir les magasins pour des cahiers et des stylos, c'est pas vraiment ma passion. » Louisa détourne le regard, vexée. « Génial, merci pour l'enthousiasme. » Quelques heures plus tard, Idriss emmène sa sœur au commissariat pour lui faire visiter les lieux. Les couloirs carrelés, les bureaux encombrés, l'odeur de café froid, tout semble impressionner Louisa, qui observe en silence. « Alors, ça te plaît ?» demande Idriss, essayant de détendre l'atmosphère. Elle hausse les épaules. « C'est grand. Mais toi, tu restes froid. On dirait que tu fais ça juste pour te débarrasser de moi. » Ces mots, chargés de sincérité, le frappent en plein cœur. Idriss ralentit le pas, s'arrête et se tourne vers elle. « Louisa, je suis désolée. C'est vrai que j'ai parfois l'air distant. Mais je te promets que je vais faire des efforts. » Elle le fixe, hésite, puis murmure. « On dirait que tu veux pas de moi dans ta vie. » Idriss lui prend doucement la main, maladroit mais sincère. « Bien sûr que si. C'est juste tu as 15 ans, moi j'en ai 35. On a 20 ans d'écart. Parfois, j'ai du mal à trouver ma place comme grand frère. Mais je vais apprendre. » Le regard de Louisa s'adoucit. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent que son frère essaie vraiment de combler la distance qui les sépare. Le bureau de Vanessa est baigné d'une lumière blafarde. D'un pile de dossiers recouvre la table quand la porte s'ouvre doucement. Blanche entre, le visage grave, et dans ses mains, un objet qu'elle manipule avec 1000 précautions. Elle avance lentement et dépose l'arme d'Hector devant Vanessa. Le bruit métallique résonne dans la pièce comme un coup de tonnerre. Vanessa, stupéfaite, se redresse aussitôt. Mais qu'est-ce que... Blanche, la voix tremblante mais ferme, l'interrompt. C'est l'arme d'Hector. Il était prêt à se faire exploser. Tout ça à cause de cette mise sous tutelle qu'il vit comme une humiliation. Vanessa reste muette, les yeux écarquillés, cherchant ses mots. Blanche poursuit, le regard chargé d'une détresse sincère. Il ne lui reste que 12 jours. 12 jours, Vanessa. Il ne veut pas de la pitié, ni de ce carcan administratif. Il veut finir comme il l'entend. Alors au lieu de lui gâcher ses derniers instants, je vous demande de respecter son choix. Le silence s'installe, lourd. Vanessa baisse les yeux vers l'arme, déstabilisée, ses mains tremblant sur les accoudoirs de son fauteuil. À ce moment précis, la porte s'ouvre brusquement. Ophélie surgit, le visage déterminé. Elle a entendu les derniers mots de Blanche. Elle a raison, dit-elle d'une voix assurée. On ne peut pas l'enfermer encore plus qu'il ne l'est déjà. S'il lui reste peu de temps, alors qu'il le vive à sa manière. Blanche jette un regard reconnaissant à Ophélie. Pour la première fois, elle sent qu'elle n'est plus seule à porter ce fardeau. Vanessa, prise entre la loi et l'humanité, détourne le regard, incapable de répondre. Mais son silence en dit long, le dilemme moral vient de franchir une nouvelle étape. Dans le bureau encore saturé de tension, Ophélie se lève d'un bond. Son regard brûlant se plante dans celui de Vanessa. « Tu ne penses qu'à toi » lâche-t-elle d'une voix vibrante de colère. Vanessa blêmit, déstabilisée par l'accusation. Ophélie poursuit, les poings serrés. « Tu veux lui voler sa mort comme tu lui as déjà volé sa vie. Tu l'as arraché à ses parents biologiques, tu l'as éloigné de tout ce qui faisait partie de lui. Et maintenant, alors qu'il ne lui reste presque plus rien, tu veux encore décider à sa place. » Sa voix se brise, mais ses yeux restent durs. « Hector mérite de choisir. Même si ça te déplaît.
Un silence lourd envahit la pièce. Vanessa reste figée, blessée, incapable de trouver les mots. Blanche, bouleversée, baisse la tête, consciente que la vérité vient d'être jetée au grand jour. Au Mistral, l'atmosphère est tout aussi tendue, mais pour une toute autre raison. Thomas, assis à l'écart avec Louis, lit un courrier officiel. Ses mains tremblent légèrement. 85 000 €, souffle-t-il. Je dois payer avant le 25 août, sinon, c'est fini. Louis croise les bras, mais ses yeux brillent d'un éclat calculateur. Écoute, on a déjà une partie du magot. On n'a pas le choix, il faut transformer le lingot en liquide. Thomas le fixe, incrédule. Tu parles sérieusement? Oui, je connais quelqu'un. Un reseller. C'est risqué, mais c'est notre seule chance. Thomas inspire profondément, partagé entre la peur et la nécessité. L'étau se resserre, il n'a plus beaucoup d'options. Dans le même temps, une mauvaise nouvelle tombe, Ariane est contrainte de quitter en urgence son appartement, infesté de punaises de lit. Les déménageurs retournent chaque meuble, les draps sont jetés dans des sacs hermétiques. La scène est chaotique. Au même moment, Thomas, alerté par un appel, blêmit. Il raccroche brusquement, puis compose le numéro de Jawad. Jawad? C'est la merde. Ariane doit tout vider de son appart. Ils vont tomber sur la planque, c'est sûr. Il s'interrompt, son souffle court. On n'a pas le choix. Il faut changer de cachette. Et vite. Son regard se perd dans le vide. Chaque seconde qui passe rapproche la vérité de la surface et avec elle, la chute inévitable. Au comptoir du Mistral, Barbara nettoie distraitement des verres quand Ariane arrive, visiblement pâle. Elle s'assoit, une main sur le ventre. T'aurais pas un verre d'eau? Demande-t-elle, la voix légèrement tremblante. Barbara s'empresse de lui en tendre un. Ça va pas? Ariane hoche la tête, soupire. Depuis hier, j'ai des hauts au cœur. Dame nausée qui ne passe pas. J'ai beau me dire que c'est à cause de ce foutu gaz, ça m'inquiète. Barbara la regarde avec une attention sincère. Peut-être que ton corps réagit encore au produit. Tu devrais consulter. Ariane boit une gorgée, puis repose le verre avec nervosité. Peut-être, mais ce n'est pas tout. Elle baisse la voix, comme pour se confier. Je cherche Jawad. Tu l'as vu? Barbara se crispe légèrement. Jawad? Non, pas depuis ce matin. À ce moment-là, Thomas arrive depuis l'arrière-salle. Ariane se tourne aussitôt vers lui. Et toi, tu l'as vu? Je sais qu'il traîne souvent ici. Thomas soutient son regard, mais son hésitation se voit. Non, pas récemment. Pourquoi? Ariane soupire, lasse mais déterminée. Parce que j'ai besoin de réponses. Et lui, il en a sûrement. Elle se lève, jette un dernier regard perçant à Thomas et Barbara, puis quitte la salle. Dès qu'elle passe la porte, Barbara échange un regard inquiet avec Thomas. De l'autre côté de Marseille, Louisa s'affaire dans l'appartement de son frère. Elle range, plie des vêtements, tente de mettre un peu d'ordre dans le chaos laissé par le quotidien d'Idriss. En ouvrant un tiroir, un dossier épais tombe au sol. Elle se penche pour le ramasser et ses yeux se figent sur la première page, avis confidentiel Jazz Salem. Elle lit rapidement quelques lignes, son cœur s'accélère. Dame mot inquiétant saute aux yeux, recherche, danger potentiel, antécédents familiaux. Louisa, bouleversée, chuchote pour elle-même. Jazz Salem, mais c'est qui? Elle retourne la feuille, tombe sur une photo d'une adolescente au regard sombre. Son souffle se coupe. Notre sœur. Le dossier tremble dans ses mains. À cet instant précis, Louisa sent qu'elle vient de mettre au jour un secret familial capable de bouleverser son monde et celui d'Idriss. L'appartement d'Ariane est silencieux, presque trop. Jawad et Aya s'activent dans l'ombre, les gestes précis, le souffle court. Ils ressortent un à un les lingots soigneusement cachés, les glissent dans des sacs de sport qu'ils referment aussitôt. Pas un mot de trop, chaque son pourrait trahir leur présence. Voilà, c'est bon, souffle Jawad, essuyant la sueur sur son front. Aya hoche la tête, déterminée. Je vais les descendre. Tu restes encore 2 minutes, histoire de pas attirer l'attention. Jawad hésite, mais finit par acquiescer. Fais gaffe, Aya. Elle attrape le sac, le cale contre sa hanche et disparaît dans l'escalier. Le bruit de ses pas résonne dans le couloir, puis plus rien. Quelques minutes plus tard, Jawad descend à son tour. Il sort du hall, l'air aux aguets. Sur le trottoir, la nuit de Marseille est calme, trop calme. Le VTC est garé un peu plus loin, mais quelque chose ne colle pas, le coffre est ouvert, béant. Son cœur rate un battement. Puis, d'un coup, le rugissement d'un moteur déchire le silence. Une voiture fonce à toute allure, les phares éblouissants. Jawad recule d'instinct, le souffle coupé, et n'a que le temps d'apercevoir le sac arraché à la hâte. Les lingots envolés. Non, hurle-t-il, impuissant, tandis que le véhicule disparaît au bout de la rue. Un bruit sourd derrière lui le fige. Il se retourne, et l'horreur le frappe de plein fouet. Aya est étendue sur le sol, le visage tuméfié, le corps ensanglanté. Aya!
Jawad se précipite, tombe à genoux près d'elle. Ses mains tremblent alors qu'il tente de la relever, de stopper le sang qui coule de sa tempe. Réponds-moi s'il te plaît, Aya. Ouvre les yeux, je t'en supplie. Mais elle reste immobile, ses lèvres entr'ouvertes, son souffle à peine perceptible. Le vacarme de la ville s'efface. Jawad n'entend plus que le martèlement affolé de son cœur et sa propre voix brisée, résonnant dans la nuit. Voilà, chers amis, c'est ainsi que s'achève notre résumé détaillé de Plus belle la vie, épisode du vendredi le 22 août 2025. Un épisode chargé d'émotions et de suspense, où l'on a vu Jawad frôler la mort, Thomas sauver la situation grâce à un geste inattendu, et surtout, la tragédie frappée de plein fouet avec Aya laissée pour morte dans la rue. À côté de cela, les révélations s'accumulent, les soupçons du commissariat sur Jawad et le gang des glaciers, l'attention autour d'Hector et de sa volonté de choisir sa fin. Sans oublier le secret que Louisa vient de découvrir sur une mystérieuse Jazz Salem, qui pourrait bien bouleverser toute la famille. Ce qui est certain, c'est que l'avenir du Mistral n'a jamais été aussi incertain. Entre les dettes de Thomas, les soupçons qui s'abattent et les drames personnels qui s'enchaînent, la suite promet d'être encore plus intense et déchirante. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dites-moi en commentaire selon vous, Aya survivra-t-elle? Jawad sera-t-il rattrapé par son passé? Et qui est vraiment Jazz Salem? On se retrouve très vite pour la suite de Plus belle la vie sur TF1. Prenez soin de vous et à très bientôt au Mistral.